Bonjour mes petites ombrettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori, Les Ombres. Il sera animé par moi-même, Yuri, et mes deux acolytes, Art et Bruno. Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous nous écoutez. Moi, c'est Art. Coucou, moi c'est Bueno. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet très particulier et très personnel à la communauté, qui sera le coming out. Alors, j'aimerais savoir, les amis, c'est quoi le coming out pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? C'est vrai que quand on parle du coming out, c'est un mot anglais qui veut dire en traduction française sortir du placard. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement dire? D'où vient-il? Alors le coming out, faut savoir les amis que c'est l'annonce volontaire de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou encore de la variation naturelle de son corps. Il a été inventé en 1869 par un activiste allemand homosexuel, Karl Heinrich Ulrich, dont le but de changer l'opinion publique sur les homosexuels. Il va donc recommander aux homosexuels de l'époque de faire leur coming out en masse. Merci Bruno pour cet élan de culture. Nous aurons le temps d'en parler de long à large avec deux intervenants de qualité que nous recevons ce soir, qui sont la personne de Raïm et de Kéran. Salut, moi c'est Raïm, d'origine camerounaise, vivant en Allemagne, ou je dirais mieux la Suisse, célibataire, père d'un enfant. Un résumé de ma vie, j'ai grandi au Cameroun. J'ai vécu une partie de ma vie au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Libye, le Gabon et deux autres pays. Autres, ça serait très long si je commence à citer. Issu d'une famille très religieuse, spécialement ma mère. Après mes études, j'ai décidé de continuer mon cycle universitaire en Europe, où, euh, où je vis actuellement, en Allemagne. Merci. Bonsoir à tous, je me nomme Kéran, jeune Ivoirien vivant en France. Alors, je suis né à Abidjan, j'ai grandi dans une famille ultra-chrétienne. J'ai trois oncles qui sont pasteurs et j'ai été chantre. Comme pour dire, j'ai grandi dans l'église et tout. Je suis homosexuel, marié à un garçon, je suis père d'un enfant. Merci. Coucou Kéran, coucou Raïm, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Bienvenue les amis, mettez-vous à l'aise, on va discuter, on va parler, on va débattre. Vous êtes nos ombres ce soir. Alors, j'aimerais vous demander pour vous, alors, qu'est-ce que c'est le coming out? Qu'est-ce que ça représente? Quand on parle de coming out, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Tout d'abord, je dirais coming out, c'est accepter sa sexualité, ne plus devoir se cacher. Mais je dirais communément, le coming out n'est pas une chose obligatoire à faire. C'est très intéressant ce que tu dis là. Et pour toi, Kéran, qu'est-ce que ça représente? Alors, pour ma part, le coming out, c'est, connement, ça c'est dit sortir du placard. Mais moi, j'appelle ça une libération. Voilà. Parce que pour moi, mon coming out a été vraiment une libération pour moi. Il fallait que j'en parle. Il fallait que je puisse dire pour être vraiment libre. Parce que j'étais détruit à l'intérieur de moi. J'ai, j'étais pas, comment dirais-je là, j'atteignais pas mon plein potentiel. Donc, du coup, aujourd'hui, vivre dans la vérité, vivre étant vrai devant ma famille, devant mes amis et devant mes collègues, si je peux dire, ça me fait du bien. Aujourd'hui, je fais pas semblant, je suis tel que je suis et je suis Kéran d'aujourd'hui. Super comme témoignage. Bueno, Art, et vous, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, faut savoir que moi, je suis pas très d'accord avec le concept du coming out et tout. Mais je respecte toutes les personnes qui, pour eux, c'est une étape importante, comme l'a dit Keran, c'est le début d'une libération, c'est le début peut-être d'une nouvelle vie. Je dirais pas que je suis contre totalement parce que je pense que c'est important de le faire dans le sens où, par exemple, pour ma mère, pour ce qu'elle représente pour moi et dans ma vie, je crois que si je devais dire, donc annoncer ma sexualité, ce serait avec elle. Mais sinon, dans le sens
ou peut-être que Kéran l'a fait ou peut-être Raïm. Moi, je pense que c'est pas un truc que je ferais parce que je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais on pourra en discuter en long et en large au cours de cet épisode. Pour ma part, je rejoins un peu Bueno sur le fait que je ne suis pas d'accord pour forcément le faire. Parce que quand on parle de coming out, c'est un peu comme la traduction littérale qui veut dire littéralement sortir du placard. En fait, je ne sais pas de quel placard on est censé sortir, parce que pour moi, je me considère comme un être tout à fait normal, au même degré que les hétéros. Donc pour moi, ça n'a jamais été quelque chose où je me sentais à l'aise de le faire. Mais j'ai eu à passer par cette étape-là parce que il le fallait, parce que ça concernait un membre important de ma famille, donc ma mère. J'ai dû le faire par rapport à ça, parce que ça me tenait à cœur. Mais en dehors de ça, quand je vis ma vie de tous les jours, je ne passe pas forcément par le coming out. Je ne dis pas forcément à tout le monde, ou je ne crie pas forcément sur tous les toits que je suis gay. Je le vis tout simplement. Et c'est comme ça que je le vois moi. Le vivre tout simplement, être qui tu es, sans devoir te différencier des autres parce que tu es un être humain comme tous les autres. Bah, si je peux rajouter un truc concernant out, je veux dire que quand on dit coming out, c'est pas le fait de raconter à tout le monde qu'on est gay. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est aux personnes qui sont vraiment importantes pour nous-mêmes. Moi, mon cas, il fallait que ma famille le sache. Parce que quand je suis né, mes parents se sont dit, bah, Kiran, c'est quelqu'un qui va se marier un jour avec une femme, qui va envoyer des enfants et tout. Donc, du coup, je sais déjà ce que les parents pensent de moi. Et vous imaginez si je ne leur dis pas qui je suis réellement, vous imaginez le coup de massue qu'ils ont. Du coup, je préfère dire pour briser la glace, pour ne pas qu'on puisse se dire que bah, de toute façon, même s'il a 60 ans demain, on s'attendra à ce qu'il puisse envoyer une femme à la maison. Non, je préfère dire maintenant parce que je me suis accepté tel que je suis. Et il faut savoir aussi que le coming out, c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Non, c'est vraiment un processus. Et avant de faire toujours un coming out, on se fait toujours un coming in. Ça veut dire que toi-même, tu te regardes dans une glace. Tu te dis, oui, Kéran, oui, je suis gay. Et je vais dire, mais en thème vulgaire, oui, Kéran, oui, tu es PD, oui, je suis PD. Voilà. Et quand tu l'acceptes en soi, quand tu t'acceptes toi-même, il est très facile pour toi maintenant de détecter certaines personnes de ta famille pour dire, voilà, telle personne, tonton ou tata ou mon oncle ou ma cousine ou maman ou papa, voilà qui je suis et tout. Voilà. Et moi, ça a été un processus. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Et mes amis qui sont autour de moi, c'est des personnes que j'ai vraiment, qui sont vraiment dans mon cœur. Et c'est pour ça que je leur ai vraiment dit. Sinon, bah, ceux que je fréquente, qui sont vraiment pas importants, j'en ai strictement rien à foutre, en fait. Le jour qu'ils sauront, bah, c'est leur problème. S'ils me rejettent, j'en ai rien à foutre. S'ils m'acceptent aussi, j'en ai rien à foutre. Et tant mieux s'ils m'acceptent, hein. Pour ma part, je vous rejoins tous les deux sur vos points de vue, sur vos différents points de vue. Je ne suis pas très d'accord, d'une part, tout simplement parce que c'est un peu comme si tu devrais avoir à rendre compte aux gens sur ce que tu es, sur le fait d'exister par toi-même. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que des personnes hétérosexuelles ne le font pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devrions le faire. Parce que on le fait pour rendre compte à la société et justifier notre présence. On le fait par besoin d'acceptation aussi, mais on le fait également, là où je peux rejoindre Kéran, c'est pour avoir une certaine forme de libération. Une libération vis-à-vis de soi-même, une libération même aussi vis-à-vis de nos relations. Parce que, bon, à un moment donné, tu arrives à une phase de ta vie où tu as envie de te situer, tu as envie de savoir qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi, avec qui peut partager ça avec toi, qui ne peut pas partager ça avec toi. Et pour certaines personnes, c'est très important. Donc, d'une part, oui, je ne suis pas d'accord parce que justement, il y a ce processus de justification à l'égard des autres, puisqu'on est. Mais d'autre part, je peux comprendre le fait que on puisse, vis-à-vis de nos proches, des gens qu'on aime, vouloir être honnête et vouloir se dire que bah, on veut partager ça avec eux et qu'on veut qu'ils nous voient tels que nous sommes réellement.
Et en fait, il y a un point qui était très intéressant que Kéran soulignait tout à l'heure, le fait de faire le coming in. En fait, c'est vrai que c'est très important pour ceux qui veulent, par exemple, faire leur coming out. Ça demande du travail sur soi, en tout cas, de la rétrospection. Genre. Ça demande vraiment du courage, de se remettre en question, de se sentir vraiment prêt. Et je pense que si on a envie de faire un coming out, il faut vraiment être sur le moment, vraiment se recentrer sur toi et se demander si on est vraiment prêt à le faire et penser aux futures conséquences s'il y en a. Si tu vis dans un environnement, par exemple, qui ne te permet pas d'être totalement ouvert, d'être totalement toi-même, est-ce que tu dois vraiment le faire? Est-ce que tu dois vraiment assumer qui tu es aux yeux de tes proches? Est-ce qu'ils vont t'accepter? Est-ce que si, est-ce que ça? Ça demande vraiment de la remise en question et vraiment se sentir prêt parce que c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est très important dans la société dans laquelle on vit, qui n'est pas forcément totalement accepté, soit dans le contexte européen ou quelquefois encore en Europe où il y a certaines familles qui sont fermées parce que ce n'est pas forcément ouvert chez toutes les familles. C'est pas parce qu'on est en Occident que c'est forcément accepté comme ça peut ne pas l'être. Donc voilà, je pense que Kéron, elle avait raison sur le fait qu'il faut faire un coming in, donc se sentir prêt, vraiment se sentir à l'aise, de pouvoir le partager avec nos entourages, notre famille, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'hétéro ne justifie pas sa sexualité. Je vois pas pourquoi je justifierais la mienne. Je vis juste ma vie. S'il arriverait qu'on me demande, parce que moi, je prends mon cas, je n'écris pas sur mon front que je suis gay ou j'écris pas sur tous les toits que je suis gay. Mais s'il arrive que quelqu'un me demande, ah, c'est pourquoi, est-ce que, je te répondrai oui, je le suis et je m'arrête là parce que je me dis, je sais pas, je me vois pas justifier mon attachement à un mec. Aujourd'hui, je ne cache pas, j'ai une petite anecdote. J'ai des amis qui étaient venus chez moi lorsqu'il y avait chez mon appartement. Ils m'ont aidé à refaire des travaux. Il y a un ami de mon grand frère qui est venu. Il a trouvé mes potes en train de s'embrasser. Et pour lui, il était choqué, en fait. Tu vois, moi, je vis juste ma vie. Si tu la prends, par contre, par un événement inopportun, par exemple, comme l'ami de mon grand frère qui est venu chez moi, il y avait mes potes, un couple, et en plus, c'était un couple. Je me demande pourquoi, si je suis en couple chez moi, dans mon appartement, je fais ce que je veux, égal qui vient, que ce soit un collègue de service, que ce soit un camarade ou un ami ou une connaissance, je vis aisément ma vie parce que je me dis, l'hétéro, lui, vit sa vie, il ne demande pas à se justifier. Si je devrais présenter mon petit ami, je viendrai présenter mon petit ami en disant, c'est mon petit ami, que ça plaise, que ça en plaise ou en déplaise quelqu'un, que ça choque, ça ne choque pas. C'est juste, nos proches devraient juste être fiers ou heureux de notre bonheur. Moi, c'est mon point de vue. Mais certes, j'ai fait mon coming out, comme il a dit, il faut d'abord faire son coming in. Là, je l'accepte tout à fait parce que c'est tout un processus. Déjà, il va falloir lutter avec les yeux de la société, euh, d'abord, ça commence d'abord par ta famille, le jugement de ta famille, parce que c'est pas toutes les familles qui le prennent bien. C'est pas parce que la famille de X et Y l'ont bien pris que la famille de Z le prendront aussi bien. De un, tes amis, ton boulot, par contre, même comme on dit au boulot, ils sont pas homophobes. Si tu rencontres, parce que parfois tu travailles, parfois des petits propos homophobes, parce qu'ils se disent que parmi nous, il n'y a pas de gay. Tu vois, il y a tout ça. Sauf que moi, je me dis, c'est pas une obligation. Pour moi, c'est pas une obligation, mais celui qui le fait pour sa tranquillité ou sa paix intérieure, d'accord. Je n'encouragerais personne. Je me dirais juste, vis ta vie, sois heureux. Si il arriverait que on apprend ton émotion, ta sexualité, sois-en fier, marche toujours avec les yeux hauts, ne baisse pas parce que c'est une sexualité qu'on n'a pas choisie, ou c'est une mauvaise c'est ce qu'on n'a pas choisi. Et je suis sûr à 98%, si on demandait à chaque gay s'il voudrait être hétéro, ils diront oui. Ils aimeront changer de sexualité. Alors, il n'a pas choisi être comme tu es. Sois fier de toi. Égal ce que d'autres personnes diront. Je suis vraiment d'accord avec vous sur certains points. Là où je ne suis pas d'accord, il faut savoir que le coming out, c'est pas une justification.
Voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose. On ne se justifie pas quand on fait son coming out. Je prends l'exemple, un hétérosexuel, quand on lui dit, est-ce que tu as une copine? Et puis il dit, non, j'ai pas une copine, ou bien j'ai une copine. Est-ce que c'est une justification? Non, il répond clairement, voilà, j'en ai ou j'en ai pas. Donc, du coup, en tant qu'homo, on te demande, tu as une copine ou tu n'as pas de copine? Oui, non, j'ai pas de copine. Tu réponds, mais c'est pas une justification. Mais si tu veux spécifier, si tu veux spécifier la chose en disant que euh, j'ai pas une copine, par contre, les femmes, ça m'intéresse pas. Là, tu es en train de rentrer dans ta vie privée. Ça, c'est différent du coming out. Pour moi, comme je l'ai dit, le coming out, c'est une libération. Ça te permet d'être authentique. Être authentique, ça veut dire c'est être vrai. Tu n'as pas besoin de crier sur tout le toit pour dire oui, tu suces les bites. Non. Le coming out, c'est le fait de t'accepter toi-même. Parce que tu t'acceptes toi-même, tu ne luttes plus en toi. Moi, c'est aujourd'hui ce que je vis, je suis tellement à l'aise dans mon corps. Je suis dans une bulle aujourd'hui où euh, je pars à l'église. Les gens savent que je suis gay. Certains se disent, mais lui, il est pédé. Pourquoi est-ce qu'il vient à l'église? Pourquoi qu'il chante? Je m'en fous, en fait. Je sais que Dieu m'aime tel que je suis. Et j'ai fait mon coming out à ceux qui sont vraiment importants pour moi. Ceux qui ne le sont pas. Et j'en ai strictement rien à foutre. Du coup, ce n'est pas une justification, c'est une libération vis-à-vis de ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment et ceux qui pensent que voilà, tu aurais dû avoir une vie comme ça et tout. Non, c'est vraiment une libération. Ce n'est pas une justification. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter et terminer sur ce sujet. Ok. Donc, d'où te vient donc ce besoin justement de te libérer? Ce besoin de te libérer ou bien le besoin de libérer de la plupart vient du fait que il y a des normes que la société a instaurées et que vous le vouliez ou non, nous constituons une minorité. Et en Exactement. qualité de minorité, on applique ou on subit les lois de la majorité. Et les lois de la majorité concernant l'identité sexuelle est faite de telle sorte qu'on admet généralement la plupart du temps que tu es hétérosexuel. Tu as pris un très bon exemple, Kiran. Quand tu dis que la première question quand tu es un garçon et tout, la première question qui vient, c'est est-ce que tu as une copine? On pense jamais à te demander est-ce que tu as quelqu'un? Donc la question n'est même pas généralisée. Elle est directement admise sur le fait que tu es concentré ou tu es centré sur les femmes. Or, on a tendance à oublier l'hypothèse qu'il y a une autre option. Quand je parle en qualité de justification, je veux dire justement le fait que tu es obligé à un moment donné de recadrer la discussion. Parce que certes, tu vas dire, qu'on va te poser la question, toi, en tant que LGBT, est-ce que tu as une copine? Tu vas dire non, je n'ai pas de copine. Pour un hétéro, la question est complète. Mais pour toi, en qualité de personne, il manque quelque chose. Parce qu'en soi, tu n'es pas en train de donner l'identité, la réponse à la question. Si tu te limites à ça, la personne va juste te dire que en ce moment-ci, il ne voit juste personne et rien de plus. Maintenant, pour pouvoir recadrer encore mieux, tu es obligé de remonter sur ce qui est enfoui en toi et pouvoir dire à la personne, non, mais en fait, comme tu vois, ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est ça que je dis en qualité de justification, parce que tu es obligé de justifier. J'ai pas envie de dire choix, parce que comme tu l'as si bien dit, c'est pas un choix, mais tu es obligé de justifier le fait d'appartenir à autre chose que ce que la personne avait en tête comme schéma de base. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'accroche pas trop avec ce processus parce que je le vois en qualité de je justifie pas vis-à-vis des personnes qui m'abordent, mais vis-à-vis de la société, ce sur quoi je suis, ce que je suis en fait. Déjà, sur ce que Kéran a dit, il y a des choses que je partage. Je peux dire que je partage 90% de tout ce qu'il a dit, surtout au niveau de la libération. Je pense que par rapport à mon histoire personnelle, le fait de le dire aux personnes que j'aime, donc en particulier ma mère, ça me délivrerait de pas mal de choses, d'autant plus que, en fait, ne pas accepter, c'est pas ne pas accepter, parce que je pense que je suis pas dans une acceptation totale, je suis encore en cours d'acceptation de ma sexualité. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que on ment par omission. C'est-à-dire que
en tout cas, moi, dans ma vie, je mens par omission. Je ne dis pas, j'invente pas une vie, je dis pas que j'ai une copine, voilà. Mais il y a pas mal de parties de ma vie que, que je mets de dire, que je mets de raconter à ma mère. Et pourtant, c'est que des moments de bonheur, c'est que des moments de joie que je partage, et de douleur aussi, parce que c'est pas aussi facile, et que j'aurais aimé lui dire. Et dans ce cas-là, ouais, je comprends la délibération, en fait, la libération, pardon. Et il y a autre chose aussi dont Yuri parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'on on est tous dans un schéma hétéronormé et que le fait qu'on doive dire qu'on est différent, parce que le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on devrait, dans un monde idéal, arriver avec son copain, arriver avec sa copine quand on est lesbienne, et voilà, en famille, au travail, dans les soirées de travail. En tout cas, dans tous les milieux qu'on peut fréquenter, amener la personne avec qui on partage sa vie, sans pour autant avoir à passer d'une phase, moi, pour moi, qui correspond à une phase d'humiliation un peu, parce qu'on m'oblige à me mettre à nu, dans le sens où, dans mon travail, comme tu as dit, Raïm, tu as un contexte un peu des fois homophobe parce que les gens ne peuvent pas imaginer que dans leur entourage, en tout cas quand tu n'es pas, supposé homosexuel, peuvent se lâcher et avoir des propos un peu homophobes et tout. Et je trouve ça assez humiliant qu'on impose, qu'il y ait une injonction sur les homosexuels comme ça, tu vois? On le fait, mais on ne s'en rend même pas compte que c'est une injonction. On nous oblige à dire, en fait, les gars, arrêtez-vous. Moi, je suis différent, je suis pas comme vous. Moi, je suis comme ça, et je suis comme ça. Et je pense que ça vient du fait qu'on maîtrise mal le fait, l'homosexualité, et encore une fois, on va le dire, on va le répéter, encore une fois, en fait, que l'homosexualité, on le voit comme étant un truc qui tourne autour du sexe, et qu'il faille dire avec qui on couche, avec qui on baise, pour être plus cru. Alors que tout simplement, quand on présente notre partenaire comme quelqu'un avec qui on partage la vie, avec qui on partage notre vie, avec qui on a des sentiments sincères et avec qui on se projette dans l'avenir, je pense que c'est un peu plus humain et moins humiliant pour la personne qui a une sexualité autre. Mais je partage, franchement, tout ce qu'a dit Kéran, je le partage, et c'est important de dire aux personnes qu'on aime qui on est. Mais je ne suis pas d'accord quand il dit que c'est à ce moment-là qu'il est lui. Alors que je suis désolé, moi, quand j'aime ma mère, je suis gay. Je l'aime encore, je l'aime toujours. Quand j'aime mon frère, je suis gay. Quand je suis un grand frère, je suis gay. Quand je suis un collègue, je suis gay. Et quand je suis un ami, je suis gay. Et ça ne change pas. Ça n'a pas changé ma personnalité, ça ne change pas qui je suis. On reste qui on est, malgré qu'on le dise ou qu'on le dise pas, en fait. Et, euh, et je suis content que pour toi, ça soit une libération. Je pense que pour moi, ça le sera quand ça sera quand ce sera mon tour. Vous l'aurez tous compris, je n'ai pas encore fait. Je veux dire, auprès de ma mère, je pense que je vivrai la même libération que tu as, et je comprends parfaitement le sentiment que tu as pu ressentir à ce moment-là et que tu ressens aujourd'hui. Une petite question pour toi, s'il te plaît, Bueno. Est-ce que encore tu luttes en toi? Est-ce que tu t'acceptes toi-même? Est-ce que tu es bien dans ta peau? En fait, je suis très bien dans ma peau. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Dans le passé, il était inimaginable pour moi de vivre avec un homme, d'oser rêver être avec un homme. Et j'ai fait pas mal de progrès dans ma vie. Aujourd'hui, je m'accepte en tant qu'homosexuel, pas totalement, parce que je reste encore aliéné vers la société, tu vois. Mais pour autant, aujourd'hui, on va dire que le curseur d'acceptation est beaucoup plus avancé qu'il y a 4 ans ou 5 ans, tu vois. Ça n'empêche que euh, j'ai encore des difficultés. C'est clair, j'ai encore des faiblesses, j'ai encore des insécurités par rapport à ma sexualité. Mais je ne peux pas dire que je ne le fais pas parce que je ne me suis pas accepté. En fait, en tout cas pour mon cas. Est-ce que je réponds à ta question? En tout cas, tu as eu un discours de président. Je t'applaudis en silence, Bueno. Merci. Moi, vous voyez, j'ai un problème avec ce mot libération. Parce que le mot libération ici, pour moi, fait appel à un sentiment aussi de culpabilité. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, Kéran, et pour toi, Raïm, d'où vous vient ce sentiment de vouloir se libérer? Est-ce que vous pouvez le situer par rapport à vos ressentis personnels, par rapport à la façon dont vous avez vécu vos vies?
Pour moi, je dirais, comme Yuri, tu viens de citer, pour moi, c'est pas un sentiment de libération. Je ne dirais jamais que c'est un sentiment de libération. C'est juste que le besoin de le dire, c'est parce que moi, dans ma famille, je recevais, même pas dans ma famille, ma mère, bien que j'ai un enfant, ma mère me m'acculait toujours avec le fait du mariage. Et bien que j'avais mon grand frère qui n'était pas marié, mes deux grands frères qui n'étaient pas encore mariés, mais elle m'acculait avec le mariage et juste pour faire mal, comme j'ai toujours dit, pour vouloir faire mal à ma mère, parce que je me disais, j'ai toujours été l'enfant modèle, j'ai toujours été celui qui a été toujours là lorsque les parents avaient toujours besoin, j'ai toujours été l'enfant qui a toujours marché sur le droit chemin, bien que parfois j'aurais bien voulu faire des erreurs comme d'autres enfants, non. J'ai toujours voulu être l'enfant modèle, alors je ne voyais pas pourquoi on devait m'acculer sur un truc qui m'intéressait pas. Alors j'ai flashé à ma mère une phrase très déplacée tout en faisant mon coming out. Et voilà, c'était pour moi, c'était pas une obligation parce que je vivais, bon, c'est pas que je vivais ma vie pleinement, mais c'est, quand je l'ai fait, quand je l'ai fait, je l'ai pas regretté. Même aujourd'hui, les mots que j'ai utilisés, je les ai pas regrettés parce que c'était pour moi, quand tu aimes quelqu'un, tu adores quelqu'un, parce que ma mère, pour moi, c'est comme un mini-dieu. Et du fait de voir la personne que j'aime le plus au monde m'acculer, apparemment, j'ai voulu un peu faire mal j'ai voulu qu'elle ressente un peu le genre de douleur que je pouvais sentir. Alors, j'ai lâché cette phrase assez déplacée à ma mère qui, euh, qui a enfin, d'une part, fait mon coming out. Et voilà. Mais Dieu merci, elle a bien pris la chose et aujourd'hui, nous en parlons plus ou moins de, de ce qui m'intéresse, de ce que j'aime. Et voilà, en fait. Ok. Avant de passer à Kéran, j'aimerais te demander d'où tu as parlé de douleur, tu as parlé d'une douleur intense et tu as parlé du fait de vouloir qu'elle ressente la même douleur. Donc, je vais réitérer ma question. D'où te venait justement cette douleur intérieure? Est-ce qu'elle était constante depuis ton enfance et est-ce elle vivait, elle s'admet, est-ce qu'elle partait d'un sentiment de rejet ou d'un sentiment de je ne suis pas en accord avec moi-même? Non, ça partait pas d'un sentiment de rejet parce que dans ma famille, j'ai toujours été celui, un peu le préféré. Et c'était juste parce que je me disais, dans mon enfance ou dans mon adolescence, j'ai toujours fait ce que les parents voulaient. Je n'avais jamais découché. Je n'avais jamais, en fait, comment on dit pour résumer la chose, j'ai toujours voulu présenter l'image de l'enfant modèle. Et on sait, c'est pas facile. Et j'ai commencé à être indépendant très tôt parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon père assez tôt. Alors j'ai voulu être indépendant très très tôt pour pouvoir aider ma mère. C'est pas que ma mère manquait des finances, mais c'était juste que je voulais, je voulais montrer à ma mère que je suis là, je suis là pour elle, tu vois. Et je me disais en fait, c'était cette reconnaissance qui me manquait en fait, de me dire pourquoi mes frères, ils sont pas mariés, ils ont 4 ans, 5 ans de plus que moi, celui dont je suis là, 5 ans de plus que moi, il n'est pas marié, mais c'est moi, du haut de mes 24 ans, je m'accule déjà avec le mariage. Alors c'était une façon de dire en fait, parce que je disais toujours non, je suis pas prêt. Peut-être pour elle, elle avait déjà des doutes que j'étais gay et elle se disait peut-être si je me marie, ça va passer. Je pense que c'était aussi ça, c'était aussi ce sentiment qui animait ma mère
comme j'ai dit, parce que moi, je ne pourrais pas justifier le fait, mes deux grands frères, ils ne sont pas mariés. Certes, ils vivent maritalement avec des femmes à la maison, mais ils n'étaient pas mariés. Et un n'avait pas encore d'enfant, moi j'en avais déjà un, mais je voyais pas ce besoin de me demander après trois, quatre phrases, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que ça, quand est-ce que ceci. Alors j'en avais marre de cette question que je disais toujours, je vais le faire quand je serai prêt, mais cette phrase revenait toujours. Alors, j'ai, le fait de toujours me demander quand est-ce que ça finit, comment on dit ça finissait toujours, c'était, j'ai fini par, on me dit, je dirais mieux, j'ai fini par exploser et j'ai lâché cette phrase à ma mère qui, qu'on pourrait traduire, je suis gay, j'aime les hommes. Comme je le disais tantôt, je suis né d'une famille chrétienne, extra-chrétienne. Je suis ultra chrétienne, si je peux dire. Dans la famille, il y a 3 pasteurs. Et j'ai été toujours le préféré de ma grand-mère, de mon grand-père, de ma mère. Donc, du coup, je suis l'enfant préféré de la famille et de la grande famille. Et les gens ont toujours eu euh, une directive pour moi, pour me dire, bah, celui-là, voilà comment il va grandir, voilà ce qu'il deviendra plus tard et tout. Mon schéma était déjà tracé. Et du coup, il fallait pas que je puisse foutre la honte à la famille. Parce que j'étais bon chrétien, je chantais déjà très bien et je travaillais bien à l'école et tout. La seule chose qu'on me demandait peut-être c'est d'avoir une copine et tout et venir la présenter à la maison. Mais chose que je ne pouvais pas faire semblant. Quand j'ai su à l'âge de 12 ans que j'étais attiré par les garçons et je me sentais pas bien dans ma peau, la première des choses à faire, j'ai été à l'hôpital, j'ai payé ma consultation et j'ai vu le médecin, je lui ai dit, bah, faites-moi une injection parce que je suis malade. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, bah, je suis attiré par les garçons. Et je crois que c'est une maladie et en tant que chrétien, c'est pas bon. Il m'a dit, bah, c'est l'homosexualité, tu ne seras jamais délivré. Du coup, je te conseillerais, jeune homme, de grandir et d'avoir une sexualité saine avec une seule personne. Et même si tu as plusieurs partenaires, protège-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais il faut savoir que ça, c'est ta vie et tu mourras avec ça. Et j'ai pas accepté. J'ai refusé ça. Du coup, j'ai passé d'église en église pour une thérapie de conversion. Pour ceux qui en savent, pour ceux qui sont passés par là, je me prêtais à cette thérapie de conversion dans le but d'être vraiment délivré de l'homosexualité. Pour moi, c'était un démon qui était en moi. Et la famille ne savait pas. J'avais un seul oncle dans la famille, moi, qui est pasteur aujourd'hui au Canada, qui était mon meilleur ami dans la famille, quelqu'un pour qui j'étais vraiment ouvert et tout. Et ça, lui, je lui ai dit. Donc, lui aussi, il priait avec moi et tout. Des pasteurs priaient pour moi. Je partais des fois dans des veillées de prières, pour ceux qui le savent, au bled, où il y a 6 000 personnes, 10 000 personnes. Et je me présentais devant tout le monde pour leur dire, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai. Je souhaiterais la grâce du Seigneur pour que le Seigneur puisse me délivrer. Vous voyez, euh, j'étais vraiment pas en paix dans mon corps et dans mon cœur. Il y avait une lutte perpétuelle. Et tout ça, il fallait garder l'image des garçons bien éduqués, qui chantent bien à l'église, qui travaillent bien et tout. Il y avait vraiment cette lutte perpétuelle en moi. Et juste à ce que je faisais des tentatives de suicide et que personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Au bled, tu peux te rendre dans une pharmacie sans ordonnance, acheter des médicaments que tu veux et tu bois. Le pharmacien te donne ces médicaments sans ordonnance, c'est comme ça. Et je buvais des trucs pour mourir. Je me trouvais tout le temps aux urgences. Mes parents étaient toujours à mes chevets. Ils ne comprenaient surtout pas. Ils me disaient que Kéran, c'est quelqu'un qui est vraiment fragile et tout. On me lavait les intestins tout le temps. J'ai fait 6 tentatives de suicide quand j'étais à Abidjan. Et la 6e, c'est que un ami m'avait dit que comment est-ce que tu sais que tu es gay
si si t'as pas couché avec une femme, je dis, bah, ok. Donc, j'ai, il y a une jeune fille qui était amoureuse de moi. Je lui ai fait part de ce que je voulais faire avec elle. Elle m'a dit, ok, y a pas de souci, on est parti à l'hôtel et tout. On a commencé les affaires. Elle m'a embrassé. Je sentais rien. Quand elle s'est mise à quatre pattes, que j'ai vu sa foufoune, j'ai, je peux dire, j'ai piqué une crise. Voilà. J'ai commencé à avoir de l'allergie sur mon corps et Vous j'ai êtes vomi piqué. de partout. Oui, j'ai vomi de partout et j'ai commencé à trembler. Je suis tombé. De la seule chose dont je me réveille, je me souviens, c'est que je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital aux urgences. Et ceux qui s'occupaient de moi, vu mon nom de famille, j'avais des maisons, il y a une maison qui est médecin. Ils ont dit, mais cher ami, est-ce que vous avez telle personne qui est médecin? J'ai dit oui. Et je lui ai dit, bah, du coup, ils l'ont appelé. Ils ont dit, ben voilà, c'est ton neveu qui est là et tout. Et j'étais obligé de l'expliquer. Ça, ce jour, j'ai fait encore une note à mon oncle. Mon oncle me dit, mais t'es si pédé que ça. Mais il y a des pédés qui couchent avec des femmes, quoi. Tu vois? J'ai dit, mais tonton, je peux pas. C'est vraiment compliqué. Je voulais essayer, j'ai pas pu. Tu vois? Et donc, du coup, il y avait deux personnes dans la famille qui le savaient, lui et le pasteur en question. Après, je me suis dit, comme j'ai essayé et ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, il y a une fille qui est amoureuse de moi, je lui ai toujours dit la vérité. Elle a dit non, en Jésus, Dieu va te transformer et tout ça. Et je me suis marié avec elle. Et j'ai vécu avec elle 3 semaines. Et après, j'ai demandé le divorce. Donc, du coup, imaginez un peu notre débat sexuel. C'est elle qui était euh, la dominante, l'active, si je veux dire. Du coup, elle faisait tout pour que je bande. Elle se levait, elle s'est assise dessus, tout. Voilà. Donc, c'est dans ça que mon fils est né. Mon beau-fils, mon joli fils, il est né et tout. Mais j'ai demandé le divorce et tout. Mais je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Mes parents me disaient, En 3 semaines, tu as pu sortir un fils. bah oui. C'est pas mal. Au moins, tu es efficace. Du coup, mes parents n'ont toujours pas compris pourquoi est-ce que j'ai une femme qui est jolie, qui est d'origine, bon, ouais, qui est anglaise, française et tout. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu divorces avec ça? Elle est belle, elle a une forme taillée comme une guêpe et tout. Et tout ça, je ne m'acceptais pas. Il faut savoir que pendant ce temps que je suis venu en France, je voyais une psy et j'ai payé ma psy à 75 euros la séance. C'est-à-dire que 75 euros la séance, et j'avais 4 séances dans le mois. Du coup, j'ai vu ma psy sur 3 ans. Bon, calculez un peu. 75 euros multiplié par 12, après multiplié par 24. Vous voyez? Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai fait de l'homéopathie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une science aussi qui apparemment guérit les homosexuels. Et j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Et j'étais aussi à l'église, dans une église réveillée ici en France, où je chantais. Et je me disais que voilà, il faut que je prie, il faut que je donne de ma voix, de mon corps, de mon temps à Dieu pour que Dieu puisse me délivrer. Dieu ne m'a pas délivré. Du coup, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais Kéran, qu'est-ce que tu fais au fait? Tu as lutté toute ta vie, tu vas pas lutter comme ça. Du coup, grâce au psy, grâce à mon mari aujourd'hui, grâce au YouTube, au témoignage que je vois sur YouTube, grâce au Space aujourd'hui, je sais qu'un jour, ça va aider une personne dans le monde entier qui va s'accepter tel qu'il est. Grâce à ce genre de choses, il y a eu un déclic en moi. Et Dieu merci, j'ai béni le Seigneur parce que ce déclic a été fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai pris mes 2 mains, j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs et je lui ai dit, maman, voilà, je suis gay. Ma mère a pleuré et tout. Mon frère, mes oncles, tous ceux qui ne savaient pas, je leur ai tous dit. Dieu merci, comme il y avait 2 personnes dans la famille qui savaient, ils ont été un pilier pour moi. Vous voyez? Ils ont expliqué, voilà, Kéran, voilà, c'est depuis qu'il est petit, hein, c'est vrai, on ne vous a pas dit. Il a vraiment lutté. Et si vous voyez qu'il était malade et tout, c'est parce qu'il voulait se tuer et tout.
Aujourd'hui, on est heureux pour lui parce que il s'est accepté tel qu'il est. Et si vous dites qu'il n'aura pas d'enfant, bon, il a déjà eu un enfant. Et je leur ai dit, ben, c'est pas fini, j'ai un copain que j'aime, que je suis amoureux, vous voyez. Et ils m'ont dit, bah, viens avec lui, on veut le voir. Du coup, bah, ils l'ont vu, ils ont vu sa mentalité, on lui a demandé quelles sont ses intentions pour moi à court et à long terme et tout. Bah, ils ont vu que c'est quelqu'un de bien. Et lui, il m'a présenté à sa famille. Aujourd'hui, je suis marié légalement, je vis bien, j'ai pas de problème, j'ai plus de lutte en moi, il y a plus de questions où, quand je me réveille le matin pour dire encore cette lutte, non, il y a plus ça. Il y a plus ça en moi. Je n'étais pas obligé de faire mon coming out au travail, mais je l'ai fait. Parce que quand j'étais au travail, que j'avais pas fait mon coming out, et j'ai joué un rôle, au fait, et je donnais pas le plein potentiel dans mon travail. Donc, il était difficile pour moi même de garder les CDI à long terme. Il était très difficile pour moi. Parce que je me disais, bah, s'ils savent, je ne serais pas à l'aise dans mon corps. Donc, j'ai parté des CDI en CDI, j'ai parté des CDI en CDI. Et c'est moi qui rompais des fois. Mais aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis dans ma boîte où je suis. J'ai une promotion, j'ai un très bon salaire, je suis un pilier même de mon boulot. Parce que tout simplement, je me suis accepté tel que je suis. Je me suis dit, quand tu es vrai avec toi-même, tout coule comme au de roche. Tout coule. Et c'est vraiment bien, quoi. Il y a un truc qui est assez intéressant quand tu parlais, quand tu expliquais. En fait, je me sens vachement. J'ai l'impression que tu racontes ma vie. Parce que, pareil, je viens d'une famille assez chrétienne, très chrétienne, du coup. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un problème de l'acceptation. Mais je pense qu'il y a aussi le truc de l'acceptation de. C'est peut-être pas l'acceptation, mais c'est aussi faire le deuil de la personne que ta mère, enfin, pour moi, que ma mère pense que je suis ou que je serai. Et en fait, de ce que ça peut engendrer derrière, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, tout ça. Et la chance que tu as eue, je pense, que tu es tombé dans une famille qui très ouverte d'esprit. Je dis pas que ma mère, elle l'est pas, parce que je sais pas, je connais pas son avis sur la question, on n'en a jamais parlé. Je pense que tu as eu beaucoup de chance de tomber dans une famille très ouverte d'esprit, qui t'aime beaucoup et qui a voulu te soutenir et tout. Mais pour les personnes qui n'auront pas cette chance-là, et pourtant qui s'acceptent, en fait, et qui veulent pas faire leur coming out, penses-tu que c'est un, je sais pas comment le dire, parce que ça a l'impression d'avoir déclenché pas mal de choses dans ta vie, mais est-ce que tu penses que le fait qu'ils veuillent pas le faire, ça les bloque, même s'ils s'acceptent eux-mêmes en tant que gays, en tant qu'homosexuels, est-ce que tu penses que ça peut être un problème, un obstacle, pardon, dans leur vie? Même s'ils font pas leur coming out, mais pour autant, ils s'acceptent totalement, mais juste, ils n'ont pas envie de donner, en tout cas, à ces gens, à leur entourage, cette possibilité d'avoir leur mot à dire sur leur vie. Parce que c'est un peu comme ça que moi, je le ressens. Mais et j'aimerais bien que tu me répondes parce que c'est assez important pour moi et peut-être pour quelqu'un qui nous écoute. Si tu t'acceptes toi-même, si tu as fait ton coming in, tu as tout gagné. Ça, c'est le grand pas. Ça veut dire que tu n'as plus de lutte corporelle, Mmh. tu n'as plus de lutte dans ton esprit. Il n'y a plus de gêne. Est-ce que tu comprends? Tu es toi-même et tu es vrai avec toi-même, tu es authentique. Tu n'as pas besoin, tu n'as même plus même besoin de faire ton coming out. Maintenant, on est dans une société où on est tous issus d'une famille. Et comme tu le dis si bien, tu es chrétien. Euh, Prendre sa vie chrétienne et faire une fusion avec sa foi chrétienne et faire une fusion avec sa vie homosexuelle, ça c'est un autre cas. Peut-être que toi et moi on en reparlera, mais ça c'est un autre cas. Mais il faut savoir que si tu aimes ta maman, quand tu aimes ta maman et que tu ne veux pas plus tard la voir souffrir, il y a certaines choses qui doivent être claires. Et si ta mère t'aime, sache que il n'y aura pas de deuil.
Parce qu'elle te voit. Elle sait qui tu es. C'est toi, tu penses qu'elle ne te connaît pas. Elle sait. Elle veut t'entendre. Elle veut que mon fils me dise, maman, voilà, c'est ça. Sinon, elle le sait. Du coup, il n'y a pas de, il y a pas vraiment d'obstacle si tu ne lui dis rien, certes. Mais quand tu aimes quelqu'un, la morale exige d'être vrai envers cette personne. C'est tout. Est-ce que, Raïm, tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon ou à ce garçon qui nous écoute et qui est peut-être dans la même situation que moi, qui a envie de se lancer, mais qui a peur aujourd'hui, tu dirais quoi? Tout d'abord, je dirais bravo, Kiran. Moi, je dirais, c'est un courage de ouf. Il a, on devrait te donner une triple couronne, en fait. Parce que c'est vrai, même moi aujourd'hui, même comme je vis ma vie pour moi, il y a certaines choses que j'ai pas le courage de faire. Ton courage, je l'ai pas, en fait. Je m'accepte pleinement, mais le courage que tu as, je ne l'ai pas, pour être franc. Raison pour laquelle je te dirais encore bravo et bravo. Et bueno, ce que je dirais pour les jeunes, déjà, cela dépend du contexte où on vit. Selon, cela dépend déjà du comportement familial. Tu sais, on connaît nos parents, on connaît nos proches, on a déjà plus ou moins euh, une appréhension des réactions de certaines personnes. Et pour nous, Africains, je resterai bien sur le cas africain, sur le contexte africain, désolé. Tu sais, parfois pour faire son coming out, assure-toi bien que tu es bien armé. Armé dans le sens que, tu sais, aujourd'hui, si, il faut se mettre toutes les éventualités. Tu vois, il faut se mettre l'éventualité selon laquelle, si je fais mon coming out, cela tourne au vinaigre, que ferais-je? Donc déjà, je dirais avant, à tout jeune, à tout petit frère ou grand frère, avant de faire son coming out, assure-toi déjà d'avoir une suffisance, pas d'être riche, mais je dirais donc juste une suffisance financière. Parce que les tout petits de 16, 17 ans, 18 ans, on a vu chez nous en Afrique, je parle du cas du Cameroun, des enfants de 17 ans qui ont fait le coming out, on les a foutus à la porte. Ils ont été complètement régnés de leur famille. Tu vois, ils sont retrouvés à la rue, ils sont devenus des prostituées, ils savaient pas chez qui aller. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, assurons-nous d'abord d'avoir une situation financière assez stable. Même si, tu sais, parfois nos parents peuvent revenir à la raison. Ça peut durer un an, ça peut durer 6 mois. Mais durant ces 6 mois, imagine-toi un enfant de 17 ans. Que ferait-il? Où irait-il? Parce que dans ce cas, j'ai un très bon ami à moi ici, il vit en France. Il a fait son coming out. Il a eu la malchance, on l'a arrêté parce que il y a eu une seule jalousie en tant qu'au Cameroun. On l'a arrêté, il a fait la prison, il est sorti. Il s'est retrouvé face à lui seul. Pas de famille, rejeté de tous. Donc, je dirais bien à Bueno, c'est comme je dis, un conseil, je donnerais pas seulement à d'autres personnes de bien réfléchir si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et ils doivent toujours avoir un plan B, une alternative au cas où cela tourne au vinaigre. Ou pour être honnête, et après je laisse la parole, la religion n'est même pas un problème pour moi en fait en tant que tel. J'ai pas le même problème si j'ose dire que qu'Iran dans le sens où c'est vrai qu'au début c'était compliqué par rapport à la religion parce que j'étais pratiquant et tout, mais ce n'est plus devenu un problème pour moi la religion par rapport à ma sexualité en fait. Ma seule crainte en fait c'était de me retrouver seul de en fait, c'était de me retrouver seul, de perdre l'amour de ma mère, tout ça. Des craintes qui sont assez légitimes, mais voilà, je pense que quand on est un peu au pied du mur et tout, même si on s'accepte et tout, c'est des questions qui nous taraudent, qui nous traversent l'esprit. Et voilà, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est de lui faire vivre une nouvelle déception et tout. Voilà. Donc,
Je pense que ma mère, elle m'aimera, quel que soit le bueno qu'elle aura en face d'elle, quel que soit le bueno que je serai, elle m'aimera. Mais j'ai pas envie que les yeux avec lesquels elle me regarde aujourd'hui, même si je sais que c'est, même si vous allez me dire ça va pas changer parce qu'elle t'aime, parce que si, parce que ça, je le sais ce que vous allez me dire, ce que tous les gens vont dire, mais on ne peut, voilà, je suis conscient que j'ai des insécurités par rapport à ça, et rien à voir avec le fait que je m'accepte ou quoi que ce soit, mais j'ai juste pas envie qu'elle fasse plus activement partie de ma vie. J'aimerais qu'elle soit là et, euh, et si par chance elle écoute cet épisode, on ne sait pas comment et tout. Et quand je serai prêt, ça viendra et voilà. Elle saura que je suis amoureux de notre mec. En fait, même pas que je couche avec des mecs, mais juste que je suis amoureux d'un autre gars et que bah, c'est pas une fille. C'est pas, c'est pas une femme. J'aurai peut-être pas d'enfant. Elle aura peut-être pas de petit-fils. Je sais pas. On sait pas. Voilà quoi, je suis un peu brouillon dans ce que je dis, mais voilà, c'est un peu ce que je ressens. Et si elle l'entend un jour, voilà, ce sera ces mots-là qui lui seront dits, qui lui seront avoués, et avec toute la sincérité et tout l'amour que j'ai pour elle. Moi, je pense que les choses vont changer. Peut-être pas forcément en mal, mais peut-être encore plus en positif. Parce que quand je prends mon expérience à moi, je suis beaucoup plus proche actuellement avec ma mère après avoir fait mon candidat. On a une très bonne relation, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Moi, je l'ai fait, comme j'ai dit au tout début, mon coming out, parce que c'était une personne qui est très importante pour moi et avec qui je devais, en quelque sorte, entre guillemets, la vérité, enfin, plutôt me libérer d'un certain poids, même si en dehors, je vivais ma vie aux yeux de tous, normalement. Mais pour ma mère, c'était très important que je le fasse. Donc, j'ai eu à le faire et actuellement, je suis très satisfait de l'avoir fait. Parce que quand je l'ai dit, malgré que le fait que j'ai eu à faire mon coming in, comme Kira le disait au début, donc une remise en question, une rétrospection, être vraiment prêt mentalement à le faire, ça m'a vraiment soulagé dans le poids. Parce que quand je l'ai fait, elle m'a dit ces mots que je suis très fier de le dire à chaque fois quand on me demande comment ça s'est passé ton coming out auprès de ta mère. Elle m'a regardé dans les yeux, elle a eu une minute de silence, elle m'a dit, mais en fait, je le savais déjà sans vraiment le savoir, je t'aime et je te respecte comme tu es. Et Dieu t'a créé exactement comme tu es censé l'être. Et juste ces quelques mots m'ont fait tellement du bien parce que vu le contexte dans lequel on vit par rapport à notre culture, parce qu'on est tous africains, on est préparé un petit peu mentalement depuis le jeune âge, surtout quand tu es différent, à se dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, est-ce que je vais devoir épouser une femme pour me cacher, est-ce que je vais pouvoir vivre ma sexualité aux yeux de tous, comment ça va se passer. Et je me reparais déjà mentalement en me disant que peut-être que plus tard, je vais devoir épouser une femme que j'aime pas et vivre caché. Est-ce que je suis vraiment prêt à le faire? Et quand elle a dit ces simples mots, ça m'a vraiment soulagé d'un poids et notre relation n'a été que plus forte au fur et à mesure du temps. Parce que maintenant, on parle de tout et de rien, on est beaucoup plus proche. Elle me parle de mes histoires de gars, elle me dit que je devrais me trouver quelqu'un, fonder une famille, trouver quelqu'un qui m'aime. Et je suis totalement surpris parce que c'est devenu totalement naturel et ça me fait du bien et ça me rend fier qu'une mère africaine puisse m'accepter tel que je suis et me dire que je corresponds totalement à ce que Dieu a voulu que je sois. Ce que je relève, tout se résume en une phrase que Kéran a dit tout à l'heure, c'est quand on aime une personne, on est honnête vis-à-vis d'elle et c'est ce pourquoi on le fait. J'aime beaucoup cette phrase, c'est la vérité, mais d'une autre part, je trouve que ce soit dommage que ce soit la vérité, dans la mesure où ça rentre dans le compte de ce qu'on disait au départ, parce que en soi, c'est un peu comme si ça n'est pas fait forcément, ou du moins d'une manière intégrale pour nous, mais c'est aussi fait pour l'autre, pour que l'autre puisse nous voir tel, tel que nous voyons, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait à vivre ça, qu'on ait à passer par ces étapes-là, parce que dans les étapes de la vie d'un jeune garçon, d'une jeune femme hétérosexuelle, il y a pas, on a tous plus ou moins les mêmes étapes, sauf à cette barre-là où eux, ils font un saut, ils arrivent directement à l'étape suivante, mais on doit faire un point stop. Et ça me reconforte encore une fois de plus sur l'idée selon laquelle
c'est un peu comme s'il y a un automatisme, souvent même malgré nous, qui est ancré en nous, un automatisme de justification, un automatisme de, certes peut-être de libération d'une part, mais cette libération part aussi d'une sorte de sentiment de culpabilité qu'on éprouve pour ce qu'on est vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment dommage. Mais après, j'ai conscience qu'on vit dans un monde où, effectivement, nous sommes des minorités et on subit les lois des majorités. Et voilà, ça rend les choses d'autant plus difficiles pour d'autres. Certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, mais c'est bien de rappeler au quotidien que la vie d'un LGBT n'est rien, est tout sauf facile. Surtout que je rejoins Raïm quand il a dit à un moment donné que on doit prendre ses dispositions. Certes, souvent même tu as envie de le faire, tu as même envie de le dire, tu as même envie de partager autour de toi, mais tu te demandes, tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Imagine-toi, un jeune garçon, 15 ans, 14 ans, tout ça pour vous, ça s'est bien passé, ok, vos expériences, c'était cool et tout, mais imagine-toi, tu vis dans une famille d'extrémistes ou même de religieux, vraiment ultra religieux, mais d'une façon extrémiste. Ils ne sont pas prêts à se dire à aucun moment donné que je peux considérer cet aspect-là que c'est quelque chose de, OK, il est comme ci, il est comme ça. Tout. Tu vis au dépend de tes parents financièrement, mais tu t'exposes aussi. Tu t'exposes à te faire chasser de la maison, tu t'exposes à te mettre toute la famille à dos, tu t'exposes à ce qu'on te coupe les vivres. Si tu es encore sur tes parents, tu t'exposes à beaucoup de choses en fait. Donc, c'est un peu comme si dans le processus, c'est pas quelque chose qui est possible pour n'importe quel individu lambda. Il faut certains, il faut certaines, un certain background déjà assuré, notamment pour notre contexte africain et religieux, surtout parce que, bon, religion et culture ou culture africaine vont très souvent de pair. Et tout, c'est quelque chose qui est doublement ancré, parce que c'est un peu comme si tu menais un double combat. Et quand tu vis chez tes parents, tu te dis, mais en fait, ça, ce serait équivaut à faire une grosse gourde ou une grosse connerie sur leur toit. Que de leur dire, beaucoup peuvent te mettre dehors, beaucoup peuvent, tu vas te retrouver sans abri, tu vas te retrouver délaissé. Donc, c'est vraiment, en théorie, ça a l'air simple, mais en pratique, c'est un ensemble de facteurs à considérer. Aimons-nous tel qu'on est et soyons vrais en face de ceux que nous aiment. Et ceux que nous aiment, les deux premières personnes, c'est papa et maman. Même tes frères et tes cousins, tes frères, tes sœurs, là, tu as juste un engagement sanguin. En fait, c'est que le sang qui vous lie. Sinon, il y a des frères qui font rien pour les frères. Moi, aujourd'hui, si j'ai une facture, je ne vais pas appeler mon frère pour dire paye ma facture. Il ne va pas payer parce qu'il a sa femme, il a ses enfants. Donc, vous voyez, aime-toi toi-même. Bats-toi pour toi. Sois heureux que ta mère puisse un jour t'accepter. Même si elle ne t'accepte pas, dans son cœur, elle t'a accepté. Elle est juste énervée. Et c'est tout. Un jour, elle reviendra à la tâche pour dire, voilà, tu es mon fils, pardonne-moi si je t'ai dit ça, je t'aime tel que tu es et tout. De tout ce que vous avez pu dire, la première chose qu'il faut faire, donc du coup, c'est s'aimer soi-même avant qu'on... C'est une phrase assez rhétorique qu'on entend souvent, c'est s'aimer soi-même avant que les autres puissent t'aimer. Il faut qu'ils sentent que toi-même, tu t'aimes. Je pense que c'est assez important quand on est dans une phase de recherche d'identité et d'acceptation de son identité et tout. Et ouais, je pense que oui. Je pense que vos interventions, vos expériences peuvent éclairer les gens qui sont dans l'ombre, justement. Et moi, ça m'encourage en tout cas voilà, à continuer dans ce parcours laborieux du coming out, même si je suis pas d'accord avec ça, mais je me le dois de le faire avec ma mère et tout. Et franchement, vos conseils sont très précieux pour moi. Et ma dernière question, du coup, c'était par rapport à peut-être plus Raïm. Si aujourd'hui tu devais refaire ton coming out, si aujourd'hui
tu devais reparler à ta mère comme si c'était la première fois, peut-être toi, Kéran, si tu devais refaire, si tu devais changer quelque chose et tout de ton coming out, qu'est-ce que ce serait? J'aimerais bien entendre Raïm en premier et après Kéran, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Pour moi, déjà, si je devais refaire, j'avais la possibilité d'entrer dans le temps et refaire mon coming out. Alors, la manière dont j'ai annoncé à ma mère, je ne l'aurais pas fait, mais je ne le regrette pas. Mais je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais fait euh, peut-être, disons, j'aurais dit en 2018, parce que c'était l'année où j'étais allé au Cameroun avec euh, le mec avec qui j'étais là, ma dernière relation, ma dernière, on peut dire, vraie relation. La dernière vraie relation dont le mec avec qui j'étais, nous sommes allés au Cameroun et ma mère était là, mes frères, avec leur épouse, ma sœur et ses enfants. Nous étions à la maison familiale, c'était beau, c'était tellement beau, c'était agréable de pouvoir être assis à table avec ma mère, mes frères, mes sœurs, mes nièces et le mec que j'aime. Ça aurait été pour moi une occasion. Bon, le monde savait déjà que j'étais gay, mais si c'était à refaire, je l'aurais fait à cette période. J'aurais affirmé devant tout le monde, voilà la personne qui fait battre mon cœur. Alors, moi, me concernant, je ne regrette pas mon coming out. Si c'était à refaire, j'allais refaire pareillement. Mais la seule chose que je regrette, c'est le fait que j'ai eu peur de perdre ma famille. J'ai eu peur d'être rejeté par ma mère, par mon frère, par mes oncles, par ma grand-mère. J'ai eu peur euh, du fait que le regard que mes parents portaient sur moi, ce regard des parents fiers de leur enfant, cet enfant qui travaille bien à l'école, qui chante bien à l'église, et quand il chante, le Seigneur même se manifeste dans la vie des gens et tout. Et, et j'avais peur qu'on puisse plus me voir de cet œil-là. Et c'est pour ça que je regrette mes tentatives de suicide. Et je regrette amèrement. Et c'est ce que mes parents m'ont dit. Ils m'ont dit, bah, on regrette parce que le temps qu'on a pris pour te soigner, cet argent qu'on a pris pour aller aux urgences, pour te soigner, le temps qu'on a pris d'être auprès de toi au lieu qu'on parte au travail, c'est ce temps-là qu'on regrette. Et tu t'imagines, si on t'avait perdu, qu'est-ce qu'on allait faire? Tu vois? Donc, c'est ce que je regrette. Je regrette ça amèrement, en fait. Je ne regrette pas du tout d'avoir eu un enfant. Je ne regrette pas du tout de me suis prêté à des thérapies de conversion parce que naturellement, en tant qu'enfant de Dieu, euh, quand, quand tu te découvres différent de la sexualité en griffe normale, en griffe, hein, parce qu'il faut savoir que l'homosexualité est normale. Voilà. Quand tu découvres que ta sexualité est différente de celle de tes parents, tu te poses vraiment des questions, tu vois. Et moi, je regrette pas mon coming out. Je regrette simplement mes thérapies de conversion, mes tentatives de suicide, tout simplement. Et il y a une phrase que ma mère m'a dit, que je la bénirai durant toute ma vie, même dans ma tombe. Elle m'a dit, je t'aime tel que tu es. Toi et ton mari, ne vous cachez pas. Vivez votre vie. Mais la seule chose que je vous interdis, c'est de vous exposer. Et ça, cette parole, ça m'a fondu le cœur, quoi. Pour une mère aimante, pour une mère j'avais peur de perdre, qui me dit ça, qui me dit, vis ta vie, vis tel que tu es. Ne te cache surtout pas, mais ne t'expose pas. Et c'est ce que je vais dire à tous ceux qui m'entendront sur ces spaces. Si tu vis et que tu es homosexuel, que tu sois un milliardaire de ta vie, que tu sois un milliardaire, que tu sois
euh, le plus beau du monde. Vis ta vie. Ne te cache pas, mais ne t'expose surtout pas. Merci Kéran et merci Raïm pour votre participation à cet épisode. On a vraiment beaucoup appris à vos côtés. J'ose croire que ça sera la même chose pour le Dima qui nous écoute. Vraiment, vos interventions étaient très pertinentes et très bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Et ça nous va droit au cœur. On espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci Raïm, merci Kéran, c'était très intéressant. Merci à vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir été sur ce space. Je serai encore preneur si vous m'invitez. Et franchement, merci beaucoup. Et je remercie tous ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent dans le fin fond du monde, surtout en Afrique et tout. Vraiment, soyez vous-même, acceptez-vous, faites votre coming in. Et la suite, on verra. La suite, on verra. Je dirais en mode fin, merci Bueno, merci Yuri, merci Art. Et c'est fait un plaisir et grand honneur était pour moi de partager cette expérience avec Kéran. Et merci d'avoir partagé aussi ton expérience à toi. J'ai beaucoup appris, j'en ai tiré quelques leçons. Et j'espère que mon expérience, ton expérience et vos expériences à vous permettront d'aider plus d'une personne et juste être fier de soi, toujours s'aimer et toujours avoir la tête haute. Merci. Merci beaucoup à nos Merci. membres du jour. Merci à ceux qui nous écoutent à travers le globe. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à donner vos évaluations et vous abonner à travers vos plateformes de streaming. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Salut.